Nietzsche, la détresse du présent, mais aussi de la biographie en folio. Donc vous êtes parmi beaucoup de choses, aussi musicologue, et vous paraître bientôt, je crois, chez Grasset, un ouvrage sur les controverses franco-allemandes. Donc merci beaucoup d'être venu, Dorian Astor. Michael Fossel, enseignant de philosophie à la Polytechnique et membre de la rédaction d'Esprit, qu'on a déjà eu la chance de voir tout à l'heure à 17h, et qui vient entre autres à notre demande pour un ouvrage à venir apparaître qui s'appelle Le temps de la consolation, qui est en plein dans le sujet ce soir. Donc merci Michael. Je rappelle un domaine qu'on ne présente plus, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir. Donc, il y a actuellement une émission sur Europe 1 à 7h25 le matin et également une émission le samedi de 1h. 15h à 16h. 15h à 16h, voilà. Donc le sujet de ce soir c'est philosopher en temps de détresse. Avant de commencer également je tiens à présenter les excuses d'Adèle Van Brett qui m'a demandé de... Je sais d'ailleurs c'est pas très élégant, je n'ai pas commencé par ça, c'est le début, j'aurais dû commencer par cela. Donc voilà, pour un souci, elle n'a pas pu venir, elle est vraiment désolée, sincèrement désolée. Et donc elle aurait aimé être... littéralement inconsolable. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Elle aurait vraiment aimé être là. On peut en témoigner, oui. Donc voilà, donc les excuses d'Adèle. Donc on va commencer sur ce thème qui est philosopher en temps de détresse. Je vais faire très court pour l'introduction, puisque après tout, philosopher en temps de détresse, on pourrait l'appliquer à la philosophie dès sa naissance. C'est-à-dire qu'on peut partir de l'idée qu'elle vient d'un étonnement, mais il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit en temps de détresse. On peut en citer plein, mais on peut citer Épicure déjà, Hobbes dans le Léviathan. Donc ce n'est pas du tout un panorama historique de la philosophie en temps de détresse auquel nous attacherons ce soir, c'est déjà définir notre temps de détresse, notre détresse, et de là penser la place, le rôle, la fonction de la philosophie, et voir quelles seraient ses lignes de réussite peut-être, ou aussi ses lignes d'échec. Donc ça c'est vraiment une présentation très générale de ce qui va travailler ce soir dans nos conversations. Mais alors je vais commencer par le Nietzschéen en chef ici, puisque pourquoi aussi on a voulu la présence de Dorian Astor, c'est que très vite Nietzsche fait partie de ces auteurs cruciaux, fondamentaux, qui ont su définir cette détresse moderne, puisque d'ailleurs c'était votre introduction dans votre ouvrage, vous dites que Nietzsche, quand il dit nous, quand il s'adresse à nous, c'est nous les modernes. Alors peut-être déjà, on pourrait partir de là et essayer de voir en quoi la détresse n'est pas forcément non plus la décadence, n'est pas la perte. Ce terme de détresse chez Nietzsche, comment se donne-t-il ? Évidemment sous beaucoup de formes. J'aimerais retenir pour l'instant un seul aspect de cette notion de détresse chez Nietzsche, qui nous renvoie au mot allemand, puisqu'évidemment Nietzsche ne connaît pas le mot français détresse. Nietzsche utilise le terme Not. Et le terme Not, c'est non seulement la détresse, mais c'est aussi l'urgence, la nécessité, et quelquefois, justement la nécessité, Notwendigkeit, cette Ananke, cette nécessité, ce destin, qui fait que de toute façon, nous sommes confrontés sans cesse à des effets d'extériorité. Ce que Nietzsche dit, il dit, au cours de son travail généalogique, il dit au fond, quand on regarde les Grecs, par exemple, qui sont pour lui un exemple de culture supérieure, eh bien, il dit, la détresse, Not, n'a pas toujours été intérieure. C'est-à-dire que pour un Grec, ce qui nourrit la détresse, c'est en gros ce qui vous tombe sur la figure. C'est-à-dire que nous passons notre temps à être agressés, décomposés dans nos rapports par des effets d'extériorité. C'est quelque chose sur laquelle travaille beaucoup Spinoza aussi, par exemple. Comment des effets d'extériorité décomposent nos rapports. Et
Nietzsche, faisant la généalogie de l'homme moderne au sens très très large, on pourra en parler des heures, de la définition de modernité chez Nietzsche, puisqu'il a fait remonter au XVIIIe, puis au XVIIe, puis au XVIe, et puis à Socrate, et puis au fond à la naissance du langage. Au fond, ce qu'il dit, pour un certain nombre de raisons, il y a un moment où l'évaluation que les hommes font de cette détresse extérieure, des effets d'extériorité, va devenir une évaluation faisant croître l'intériorité. Petit à petit, la détresse, la décomposition, le chaos, d'une certaine manière, devient intérieur. Et il dit une chose extrêmement intéressante, il en accuse évidemment en particulier la morale chrétienne, judaïque et chrétienne. On n'emploie pas le terme judéo-chrétien pour un certain nombre de raisons, mais il dit, au fond, ce qu'a fait la morale depuis 2000 ans de l'homme, c'est de doubler, décupler, accroître de manière infinie la souffrance liée aux effets d'extériorité par une souffrance intérieure. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'homme moderne serait celui capable de produire infiniment de la détresse intérieure. C'est ce qu'on pourrait appeler bêtement l'invention de l'intériorité, le développement de la souffrance psychologique, etc. Et au fond, ce qu'il traite, par exemple dans la généalogie de la morale, lorsqu'il parle de ressentiment, de mauvaise conscience, des idéaux ascétiques, il refait la généalogie de la production infinie de détresse venant de l'intérieur. Et il dit, au fond, c'est une de ses définitions de l'homme moderne, l'homme moderne est un chaos psychophysiologique, c'est-à-dire une lutte d'instinct, de pulsion, qui n'arrive pas à se composer, à se hiérarchiser. Voilà. Donc ça, ce serait déjà un premier aspect qui nous obligerait, on va sans doute en parler, à se poser la question de ce que ça veut dire aujourd'hui, l'évaluation de la détresse, si les critères éthiques et y compris politiques de nos situations de détresse, à partir de quel espace sont-ils analysés, à partir de notre intériorité ou à partir des effets d'extériorité. Et je crois qu'on ne comprendra rien à la politique et aux détresses contemporaines si on ne revient pas de manière extrêmement abrupte et dure aux effets d'extériorité, à ce qui décompose nos rapports, et non pas à nos souffrances ou à nos angoisses. Voilà. Et si on tire ce fil, on va partir d'un des éléments parmi ceux que vous avez cités, donc c'est la question de l'avènement du sujet, donc aussi qui se définit par l'intériorité. Chez Michael Fossel, dans le temps de la consolation, il y a également cette histoire de la détresse que vous faites, avec des distinctions très précises. Et le sujet déjà est déjà un marqueur de la modernité, puisqu'effectivement, comme a dit dans l'instant, le grec ne vivait pas les choses comme le moderne. Et ce qui est très intéressant, dans le temps de la consolation, on va y venir à la consolation d'ailleurs, mais pour l'instant, la détresse est même comme une perte, ou en tous les cas, le sentiment d'une perte. Donc, est-ce que sur ce point, on peut définir la détresse comme une perte, ou est-ce que c'est une perte réelle, effective, ou est-ce que c'est le sentiment d'une perte? Je dirais du bouquin, c'est ça que c'est la oui. Je dirais aussi, pour peut-être rebondir sur ce qu'a dit Dorian, que le titre philosopher en temps de détresse, c'est presque un titre tautologique, parce qu'il n'y aurait pas, c'est peut-être la première idée sur laquelle on pourrait discuter, ou s'entendre, en tout cas je l'énonce, il n'y aurait pas de philosophie, et peut-être d'ailleurs pas d'art non plus, s'il n'y avait pas la prise de conscience d'une certaine détresse. Et c'est vrai que ce qui nous réunit, c'est d'essayer de réfléchir, de penser notre détresse présente, mais avant d'arriver à cela ou à elle, il faut rappeler que la philosophie est née en réalité d'une détresse, puisque elle est née évidemment, on peut toujours discuter sur les origines, mais elle est tout de même née de la volonté d'un homme, Platon, de répondre par des moyens nouveaux, par une pensée nouvelle, à
qu'il considérait lui comme une injustice suprême, à savoir la condamnation à mort et la mort de Socrate. Et je crois que de ce fait assez connu, on peut au moins retirer l'idée que la philosophie, je parle de la philosophie, sans doute faudrait-il aussi parler de l'art et de la littérature, mais restons-en peut-être à la philosophie, elle suppose pas seulement une détresse ou un malheur, mais la conscience d'une détresse, l'énoncé d'une détresse, tout simplement parce que cette détresse, cette tristesse, qui n'est pas une tristesse psychologique, là je rejoins tout à fait ce que disait Dorian, qui n'est pas seulement psychologique, la détresse ou la tristesse de Platon, c'était au fond de dire pourquoi un monde dans lequel Socrate, c'est-à-dire, puisque pour lui c'était le cas, la vérité, ou l'énoncé de la vérité, ou la recherche de la vérité, peuvent se dire sans risque, sans danger, pourquoi un monde de ce style ou de ce genre n'est-il pas aujourd'hui possible. Et donc, je crois, mais c'est une chose qui est évidemment très empirique, que ce qui met en mouvement, pas seulement dans l'aspect le plus historique du terme, mais ce qui met en mouvement la réflexion, la recherche, l'inquiétude, qui donne naissance à la philosophie, c'est une certaine détresse qui s'assume comme telle. Peut-être c'est un point sur lequel on reviendra. Une des figures contemporaines, je crois, de la détresse, c'est la détresse qui s'ignore. C'est-à-dire qui cherche en tout cas des mots qui ne les trouvent pas peut-être, ou qui emploient des mots peut-être un peu surannés aujourd'hui comme crise, décadence, déclin, qui sont très utilisés évidemment lorsqu'on veut penser l'état de la France, l'état de l'Europe, peut-être l'état du monde, mais effectivement je trouve que le choix du mot détresse, par l'intermédiaire du livre d'Orient est beaucoup plus intéressant parce que c'est un mot plus ouvert. C'est un mot qui ne décide pas justement ce que nous avons perdu, et là je dis juste un mot par rapport à ce que vous avez dit sur la perte. Je crois que effectivement il y a ce sentiment peut-être assez général, partagé, d'avoir perdu quelque chose, et évidemment cette perte reçoit mille et une appellations aujourd'hui, la perte de la souveraineté, la perte de la nation, la perte de la démocratie, la perte de la religion, la perte du vivre ensemble. Je m'arrête là parce que sinon on pourrait faire la soirée sur la considération désolée de tout ce que nous avons perdu. Et je crois que la philosophie est intéressante au moins à un niveau, c'est pour ça que j'ai effectivement essayé de réfléchir sur ce terme de consolation, c'est qu'elle ne préjuge pas de l'objet de la perte, qu'elle n'affirme même pas que nous avons possédé ce que nous croyons avoir perdu. Avons-nous possédé la splendeur d'une unité nationale? Avons-nous possédé la grandeur politique qui précédait l'effondrement d'aujourd'hui? Bon. La philosophie, contrairement peut-être d'ailleurs à la religion, ou même à la psychologie, a quelque chose à dire sur la perte, sur ce qui fait que nous sommes en détresse, mais la chose qu'elle a à dire, on peut évidemment en discuter encore ce soir, la première chose qu'elle a à dire peut-être, c'est d'instaurer un doute sur le fait que nous avons véritablement possédé ce que nous pensons avoir perdu. Et c'est-à-dire, au fond, ce doute, c'est un doute sur notre identité. Parce que, bien évidemment, nous sommes tentés, je crois, le plus en plus souvent, ou amenés, peut-être incités, enjoints, même parfois, par les médias en particulier d'ailleurs, à nous définir à partir de notre identité, à partir de ce que nous avons perdu. Je crois que tout ce qu'on a pu dire et qu'on dira encore beaucoup sur l'identité nationale est beaucoup lié à cette espèce d'identité mélancolique qui triomphe aujourd'hui, j'en ai en tout cas le sentiment, bien sûr on peut avoir d'autres perspectives, mais qui suppose toujours que nous avons véritablement possédé ce que nous avons perdu. Et cette question qui se pose politiquement, elle se pose aussi finalement, je m'arrête là pour un premier temps, elle se pose aussi finalement dans la vie courante. Au fond, un chagrin amoureux, c'est quoi aujourd'hui? Dans la modernité peut-être, c'est peut-être aussi un chagrin qui est d'autant plus intense que nous ne sommes pas sûrs d'avoir possédé, ou d'avoir été avec, ou d'avoir été véritablement aimé. Je veux dire par là que, on sait bien, que la première chose qui arrive dans une tristesse amoureuse, dans une détresse amoureuse, c'est la somme des questions qui viennent. A-t-elle été véritablement avec moi? M'a-t-elle aimé? M'a-t-il aimé? Étions-nous véritablement ensemble? Et ces questions qui sont un peu sommaires, je dirais, mais que nous nous posons et qui d'une certaine manière accroissent la détresse, c'est aussi des questions qu'on peut se poser collectivement. Avons-nous véritablement été ce que nous regrettons de ne plus être? Raphaël Antonen. J'ai rien à ajouter. Sinon, je suis absolument d'accord avec mes deux camarades, ce qui n'est pas courant. Mais d'accord pour dire que, en un sens, philosopher en temps de détresse est presque une tautologie. Tant la philosophie est elle-même née de la conscience d'une détresse, ou d'une détresse qui prend conscience d'elle-même, ou qui veut se nier elle-même d'ailleurs, parce que c'est Schopenhauer qui enseigne que le besoin de métaphysique, Schopenhauer est le pire ennemi de Dieu. Il dit, quelle est la phrase? Si Dieu existait, nous n'aurions pas besoin de croire en lui.
ce qui est assez imparable comme méthode. Parce que soit vous y croyez, il n'existe pas, soit vous n'y croyez pas, et vous n'y croyez pas. Mais je peux quand même expliquer que le besoin métaphysique, le besoin des religions, était absolument inhérent à la condition humaine, parce qu'il venait recouvrir ce que nous savons, mais que nous ne voulons pas savoir pour cette raison-là, qui est que nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fiche, et qu'on va y mourir sans savoir pourquoi. De sorte que la détresse n'est pas tant le propre d'une époque que le propre de notre situation. On est mal barré. On est en mauvaise situation. On est en mauvaise situation. On est né par hasard. Notre naissance est le résultat d'un concours de circonstances invraisemblables, quelle que soit la naissance que vous avez. Et nous allons partir de tout cela, quitter ce monde, avec pour seule consolation éventuelle de réussir à nous dire que la vie ne s'arrête pas à la mienne, ce qui me fait une belle jambe. Donc, la situation est mauvaise, si vous voulez. Donc, philosopher, c'est toujours philosopher en temps de détresse. Le besoin de philosophie est né lui-même d'une détresse qui s'assume ou qui ne s'assume pas. Mais dans les deux cas, le désarroi, je dirais désarroi, je ne sais pas pourquoi je préfère ce mot, mais le désarroi me semble la source vive, vivace et infiniment douloureuse de la philosophie. C'est aussi la raison pour laquelle on a tort de dire que la philosophie est difficile parce qu'elle jargonne. La philosophie n'est pas difficile parce qu'elle jargonne, ça c'est la limite pour ne pas lire de la philosophie. La philosophie est difficile parce qu'elle a à nous dire, ou parce qu'elle dissimule et qu'on découvre à mesure qu'on l'examine. Ce que la philosophie a de difficile ou d'indigeste, c'est pas son style, c'est son contenu. C'est difficile de lire la philosophie, c'est difficile de lire Pascal et de lire, voilà, que nous allons gaiement au-devant d'un précipice après nous être couverts les yeux pour nous empêcher de le voir. C'est difficile de lire ces philosophes qui vous tendent un miroir tellement fidèle, un reflet qui offre de vous un reflet tellement fidèle qu'il en devient indigeste. Alors, donc, philosopher par définition. L'exercice de la philosophie est inséparable de notre condition, qu'on la vive sur le mode du déni, de l'esquive, ou de la conscience douloureuse d'elle-même. Dans les deux cas, la philosophie est une exigence absolue, d'une certaine manière, de l'individu. Et c'est une exigence dont la valeur absolue a été, d'une certaine façon, oubliée ou laissée de côté ou recouverte commodément par le sentiment que les philosophes n'avaient pas les pieds sur terre, qu'ils avaient la tête dans les étoiles, qu'ils ne s'occupaient pas des réalités concrètes. C'est précisément pour cette raison-là que la philosophie est née au départ, et c'est aussi pour cette raison-là que la philosophie a fait retour sur elle-même et s'est occupée aussi des réalités, de la réalité du praticable. Donc oui, en temps de détresse, par définition, c'est même la définition de la philosophie, je crois, enfin c'est une des sources, sinon la source de la philosophie. À cela, une chose, pour vous donner juste un exemple, puisqu'on a parlé de Platon, tu as cité Platon, dans le banquet, le fameux mythe d'Aristophane dans le banquet est très intéressant. Parlons d'amour un peu, on parle de détresse, on parle d'amour. Dans le banquet, Aristophane explique que nous étions à l'origine comme des poules, avec 4 bras, 4 jambes, et qu'on avançait en roulant. Et que ces êtres complets étaient si puissants qu'ils ont voulu, par orgueil, escalader l'Olympe, et que Zeus les a coupés en deux. Il leur a littéralement envoyé un coup de foudre. Et il les a séparés, et il a demandé ensuite à Apollon de recoudre la cicatrice qui avait été le résultat de ce coup de foudre. De là est né le nombril. Le nombril est né de la perte de celui qui nous complète, si vous voulez. À partir de là, Aristophane décrit la condition humaine comme la longue litanie d'un désarroi qui se promène, qui tente ce qu'il peut dans la vie et qui tente désespérément de combler à l'infini cette béance première, cette incomplétude initiale. Et tout l'Occident, d'une certaine façon, repose sur le sentiment qu'être seul, c'est être séparé. Or, il existe en philosophie une autre tradition pour qui enseigne que la solitude n'est pas forcément le résultat ou la conséquence d'une déchirure ou d'une séparation, qu'on peut vivre la solitude comme une plénitude. Et que, comme disait Guitry, il y a des tas de gens qui viennent augmenter votre solitude en venant l'interrompre. Ce qui est une phrase formidable, vraiment elle est utile celle-là. Ça arrive tous les jours. Ces gens qui augmentent votre solitude en venant l'interrompre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on n'est jamais seul quand on est seul, parce que quand on est seul, c'est là qu'on discute avec tout ce qu'on est. Tous ceux qu'on est, il faut l'entendre au pluriel. Alors que quand on est avec quelqu'un, la présence de quelqu'un nous sépare littéralement de nous-mêmes au lieu de venir compléter cette existence ou nous apporte le sentiment illusoire d'une complétude alors qu'en réalité elle nous sépare de nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que la philosophie a cet inconvénient
de prendre à bras le corps les choses que nous ne voulons pas voir en face. Et de faire ce travail-là. L'exercice de la philosophie, enfin l'enseignement de la philosophie ne consiste pas à apprendre un contenu, mais à montrer à ceux à qui on l'enseigne qu'ils le savent déjà au fond. Nous savons tout ce qu'il y a à savoir, vous savez, j'en ai pour une seconde, vous savez tout ce qu'il y a à savoir, nous savons tous tout ce qu'il y a à savoir, il suffit de savoir qu'on est né et de ne pas savoir pourquoi, pour savoir tout ce qu'il faut savoir. Seulement nous ne voulons pas le savoir, et c'est là que la philosophie intervient, c'est à ce moment-là, c'est cette prise de conscience. Reste à savoir, et ça c'est indécidable, si cette prise de conscience se fait au profit de la sérénité, ou bien d'une détresse accrue. Je ne suis pas sûr qu'on perde de chance. Justement, c'est pour ça que j'étais en train de... Un instant, vous voulez réagir déjà J'aurais quelque chose à dire. Allez-y, la parole est à vous. Non, simplement, par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, au fond, ce qui nous frappe, et la philosophie a aussi une responsabilité là-dedans. Par rapport à ce que tu disais, Michael, sur le sentiment d'une perte de quelque chose dont nous ne sommes pas sûrs de l'avoir jamais eu. Ce que fait la philosophie aussi, c'est, prenons un exemple, prenons dans l'histoire de la philosophie la tentative, l'énorme travail des philosophes pour essayer de définir une nature humaine. Qu'est-ce qu'une nature humaine? Qu'est-ce que l'homme? Mais ça pourrait être aussi, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que l'amour? Chaque fois qu'on va commencer à se poser la question de l'essence de quelque chose, et parlons de la nôtre, de l'essence de ce que c'est que la nature humaine, on se rend compte que quel que soit le philosophe, après tout, il nous attribue quelque chose que nous n'avons pas ou que nous n'avons pas complètement. Typique de la modernité, l'homme rationnel, libre, partons de ça. Nous ne sommes ni rationnels ni libres. Nous avons une part de rationalité en nous, dont nous ne connaissons, enfin chaque philosophe se demande d'où elle vient, mais dont nous ne connaissons ni l'origine, ni les limites, ni les conséquences. Nous avons une espèce d'instinct de liberté, dont nous ne savons pas si nous la possédons en droit, si notre liberté est inconditionnée, et dont nous savons que dans la pratique, nous n'en jouissons quasiment jamais. Ce qui fait que nous expérimenterions à longueur de vie, de siècles, des pratiques d'émancipation vers une liberté que nous n'avons jamais possédée. Bon. Et au fond, et c'est exactement ce que vous disiez, Nicolas, par rapport à l'avènement du sujet, c'est-à-dire que le sujet n'est jamais un point de départ. Le sujet, c'est un résultat, c'est une arrivée. Et que nous avons été hommes avant d'être sujets. Et que la philosophie moderne, au sens de la philosophie du sujet, a fait tout ce qu'elle a pu, et avec les efforts les plus nobles, et quelquefois les plus réussis, a fait ce qu'elle a pu pour arracher l'homme à sa détresse d'homme, d'animal humain, pour en faire un sujet, pour lui donner les armes afin de surmonter sa détresse. Or, il se trouve, et là je pense par exemple à la première école de Francfort, à des gens comme Adorno, comme Horkheimer, qui ont critiqué radicalement ce qu'ils appelaient la raison instrumentale, c'est-à-dire cette idée que nous étions des sujets rationnels, libres et universels, et que, en réalité, plus nous avons créé de subjectivité, plus nous avons été objectivés comme les objets exploitables par d'autres sujets. Bon. En tout cas, ce grand désespoir de la philosophie à partir du moment où le projet de la modernité, dont Habermas, je parlerai peut-être d'Habermas puisqu'il y a un très beau volume qui vient de sortir, dont Habermas disait que c'est un projet inachevé, nous n'avons pas fini de devenir sujet, et il dit, dans une tradition critique tout à fait légitime, il dit « La manière dont nous sommes devenus sujets a été la pire de toutes. Nous devons refonder le sujet sur d'autres bases, qui sont chez lui, sans entrer dans les détails, qui sont des bases littéralement ou profondément intersubjectives. » Le fait est que d'autres philosophies au XXe siècle, et en France en particulier, ont travaillé de manière extrêmement tenace, voire agressive, à la destitution du sujet.
Nietzsche avait bien commencé le travail, Freud aussi. Et donc, il y a des questions de responsabilité de l'histoire de la philosophie, mais si on pense à l'universalité du sujet, à sa rationalité, à sa liberté inconditionnelle, à la dignité de l'homme, à l'universalité de l'égalité entre les hommes, autant de valeurs auxquelles que nous n'avons pas le droit de lâcher. Sauf qu'on voit bien que nous fonctionnons, et peut-être encore aujourd'hui, et c'est ça qui se casse la gueule après tout, nous fonctionnons sur une certaine conception de notre subjectivité qui ne cesse de produire cette détresse. Un exemple, et après je m'arrête. Quand quelqu'un comme Deleuze, dans son abécédaire, que l'on peut voir partout, cet enregistrement qu'il a fait en 88, que cet homme puisse regarder la caméra et dire « les droits de l'homme, c'est pour les débiles », c'est extrêmement choquant. Sauf qu'est-ce qu'il dit? Il dit que plus nous avons une conception abstraite, universaliste du droit, et plus l'écart se creuse entre ce qui est, entre ce qui se passe et entre ce qui n'est pas tolérable. Et il dit les droits de l'homme c'est pour les débiles, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est la jurisprudence. Comment on fait pour que ça n'arrive plus? Tant qu'on se donne des définitions, que ce soit en philosophie, en politique, que ce soit en éthique, que ce soit pour nos propres vies, tant qu'on se donne des buts, et que ces buts ou ces définitions sont des points de départ et non pas des points d'arrivée, on est sûr d'augmenter la détresse. Or, il me semble que Deleuze, encore une fois, lorsqu'il dit que la philosophie crée des concepts, définitions célèbres, dont on lui a reproché qu'elle était évidemment limitative, mais il savait très bien ce qu'il faisait, c'est qu'en réalité, un philosophe, il fait toujours semblant de poser un concept, de poser une définition. En réalité, ce qu'il pose, ça vient à la fin, si ça vient. Ce qui ne cesse d'être le moteur de la philosophie, c'est le problème. C'est-à-dire l'impossibilité de poser des axiomes, des postulats ou une définition. C'est-à-dire l'impossibilité de l'universalité. Et il me semble que, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, si nous voulons avoir une chance de comprendre ce qui nous tombe sur la gueule, c'est-à-dire les effets d'extériorité qui produisent de la détresse, de la souffrance, de l'injustice, nous ne pouvons pas continuer à peser les souffrances humaines, à sous-peser, à évaluer les souffrances humaines à partir de définitions. Nous avons besoin de redéfinir concrètement ce que nous voulons. Ce qui fait qu'on peut très bien s'émanciper, par exemple, sans savoir qui nous sommes. Et je pense que la modernité a passé beaucoup trop de temps à nous convaincre, y compris la psychologie, à nous convaincre que nous savions qui nous étions. Voilà. Si oui, parce que Pasteur est la seule personne que je connaisse qui arrive à me convaincre presque que Deleuze, lorsqu'il dit que les droits de l'homme c'est pour les débiles, dit quelque chose qui n'est pas juste scandaleux. Mais bon, je ne veux pas tellement insister sur ce point parce que on verra peut-être dans les débats qu'on a entre nous. La chose à laquelle je voudrais réagir rapidement, c'est sur revenir un peu à cette notion de détresse. Et quand même, si on veut essayer d'approcher un peu, je réagis un peu à ce que tu disais sur Adorno, si on veut approcher quand même notre détresse, la détresse contemporaine, bon, évidemment, je suis obligé, comme nous tous aujourd'hui, vu l'ampleur du sujet, d'aller vite et de sortir des gros concepts, comme dirait Deleuze. Ce qu'il y a probablement, enfin, une des dimensions de cette détresse, c'est que les instruments qui étaient précisément destinés à nous en libérer, partiellement en tout cas, à savoir essentiellement, disons, les instruments techniques dans les Lumières, sont devenus des instruments aussi d'accroissement, d'une certaine manière, de cette détresse. Et plus largement d'ailleurs, bon là, on pourrait évidemment citer tous ceux qui, dans la technique, bon,
j'essaie de ne pas faire une critique globale de la technique, ce qui n'aurait pas de sens, mais enfin, c'est pas tellement que la technique ce soit bien ou mal, ce qui n'a pas grand intérêt. Ce qui en revanche est intéressant, je crois, c'est de réfléchir au fait que précisément cette promesse de la modernité non tenue était une promesse qui consistait à sortir des figures les plus extrêmes de la détresse qui étaient la pauvreté, la souffrance, et peut-être, dans certaines versions extrêmement optimistes, même de nous libérer de la mort. Et de le faire par des moyens techniques dont nous nous sommes rendus compte historiquement au XXe siècle, encore dans ce début du XXIe siècle, qu'ils pouvaient tout aussi bien contribuer à cette détresse, mais une détresse d'un nouveau genre, puisque précisément elle émane de ce qui devait nous en libérer. Ça, je crois que c'est le genre de paradoxe que Nietzsche avait déjà beaucoup médité, et que cette forme de détresse-là, celle qui vient justement de ce qui devait nous émanciper, en quelque sorte, est beaucoup plus difficile à nommer d'abord, à combattre et à, je dirais même penser, que la détresse ou les figures traditionnelles de la détresse, la servitude, la superstition, tout ce qui justement a été combattu par les Lumières, et de manière à mon sens parfaitement légitime, mais qui s'est avéré ne pas être suffisant au fond pour nous émanciper. Et ou pour d'ailleurs nous débarrasser de ce qui fait que la condition humaine, comme le disait d'ailleurs Raphaël, est intrinsèquement en un sens souffrante. Mais je dis cela parce que c'est peut-être un point sur lequel la discussion pourrait rebondir. On a le sentiment peut-être, c'est un débat qu'on aurait peut-être, là Raphaël serait peut-être pas du même avis, la détresse est-elle ontologique, pardon ce grand mot, c'est-à-dire est-ce que l'homme, parce qu'il est condamné à mourir, et à savoir qu'il va mourir, parce que c'est pas tellement la mort comme telle qui est angoissante, je dirais, mais c'est le savoir mourir. Est-ce que l'homme de tout temps, d'une certaine manière, a été l'objet, ou est le sujet, plutôt au sens négatif du terme, là, d'une détresse, ou est-ce qu'il y a des formes historiques du chagrin? Est-ce qu'il y a des figures spécifiquement modernes de la détresse, de la crise, du désespoir, de la désespérance? D'ailleurs, je me rends compte en utilisant tous ces termes que vous avez un certain mérite à venir nous écouter à cette histoire pour parler de tout cela, pour entendre parler de tout cela. Mais c'est une question, je crois, fondamentale, y compris pour la philosophie, mais dans la vie elle-même, que de savoir si après tout nos chagrins sont nos chagrins d'hommes, je dirais, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte, quelle que soit l'histoire ou le moment de l'histoire, ou ce qui serait plutôt d'ailleurs ma conception, je crois celle de Florian aussi, mais Raphaël peut-être dira autre chose, s'il y a une détresse spécifiquement moderne dont j'évoquais justement un aspect, dans le fait qu'on a le sentiment parfois que les puissances qui devaient nous libérer de notre finitude, et la technique en est quand même un des aspects centraux, se sont autonomisées par rapport à nos souhaits. Pensons même d'ailleurs à l'existence de la bombe atomique, de l'énergie nucléaire, et il nous rappelle, je m'arrête là, une formule que j'aime bien de Gunther Anders, qui est par ailleurs un auteur que je n'aime pas, mais qui parlait à propos de l'emprise que la technique, un auteur catastrophiste, on dirait aujourd'hui, qui a été effectivement très marqué par l'invention nucléaire, surtout la bombe d'Hiroshima, au point qu'il pensait que la condition humaine en était définitivement transformée, mais qui parlait à propos, de manière là, je trouvais moins prophétique et plus intéressante, de notre rapport à la technique, aux machines, de la honte d'être mortel. Que ressentent peut-être chacun d'entre nous à chaque fois que, d'une part, soit on admire l'automatisme, l'apparente perfection d'une machinerie qui fonctionnerait tout aussi bien sans nous et que nous avons honte, nous, de nos imperfections, de notre finitude, de notre mortalité, de nos calculs qui ratent, bon, toutes ces choses qui nous rendent peut-être plus attachants dans la nature qu'un robot, ou la honte d'être mortel qui s'empare de nous aussi bien, en tout cas de moi, je dois le dire, dès que les appareils techniques auxquels nous conférons justement le soin de nous sortir de la détresse, très honnêtement, l'ordinateur qui va nous permettre de rencontrer des gens, de nous tenir informés, la lumière qui nous permet de lire, bon, ça ne marche plus. Bon, et alors là, c'est tout d'un coup, le monde s'effondre, je dirais, par l'impossibilité même que nous avons, et la détresse est d'autant plus redoublée que nous sommes face à des engins dont notre vie dépend et dont nous serions même incapables de décrire et a fortiori de réparer le dysfonctionnement. Oui, alors à ça s'ajoute aussi le fait que vous allez vous faire de la philosophie. Quand votre ordinateur plante, vous êtes comme le premier des mortels, vous avez juste envie de mourir, ça vous plante dans un désarroi rageur, et ensuite dans une mélancolie profonde qui altère profondément votre être. C'est Camus qui disait, tu parlais de la bombe atomique,
le lendemain d'Hiroshima, Camus fait un édito en combat. Et il commence par cette phrase que je trouve définitive sur la question qui nous occupe. D'ailleurs, le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. Parlant d'Hiroshima, et appelant justement à cette prise de conscience universelle, prise de conscience générale de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer là-dedans, et aussi à la singularité d'une époque. Effectivement, peut-être que la bombe atomique est un marqueur puissant qui nous fait passer dans un autre temps qu'on pourrait appeler la modernité. C'est de ce point de vue, je suis d'accord avec vous, parce que je ne suis pas d'accord avec moi en disant ça. Effectivement. Mais revenons en amont un instant, par exemple sur la question des valeurs. C'est un lieu commun aujourd'hui, comme hier, justement, de dire qu'il n'y a plus de valeur, que tout se perd. Ah, les jeunes n'y croient plus en rien. Il n'y a plus de valeur en général, c'est une formule qu'on a sortie de ma bonne dame. Il n'y a plus de valeur, ma bonne dame. Tout se perd, ma bonne dame. On ne croit plus en rien, ma bonne dame. La jeunesse, ma bonne dame. Bon, le syndrome ma bonne dame, si vous voulez. Et alors, à toutes ces bonnes dames, qui ne sont pas toujours des dames, on pourrait faire l'objection suivante qu'il n'y a pas eu une époque, depuis que l'humanité s'est constituée en société, où des gens ne déploraient pas le fait que c'était mieux avant. C'est-à-dire que le marqueur, le point commun de toutes les époques de l'humanité, c'était les mécontemporains, comme dirait l'autre, c'est-à-dire le moment où l'on regrette l'époque d'avant, l'époque précédente. C'est un peu comme en politique, si vous voulez. Depuis qu'un président de la République est élu au suffrage universel en France, tous les candidats à la présidence de la République sont les candidats du changement. Le seul truc qui ne change pas en politique, c'est qu'on est candidat du changement. Et 2017 fera pas exception. Tout le monde sera candidat pour un vrai changement, quand bien même ceux qui sont candidats à leur propre reconduction. C'est très intéressant d'observer que la notion même de valeur, la déploration de la perte des valeurs, est un lieu commun de toutes les époques. Il n'y a pas une époque qui n'a pas déploré la perte de ses valeurs. En revanche, on a toujours le recours, et donc, en ce sens, la déploration me semble une position à la fois confortable et stérile. C'est confortable parce qu'on n'a jamais tort quand on dit que tout se perd. C'est comme quand on prédit le pire, on ne prend pas de risque, si vous voulez, on est sûr que ça va arriver. Le pessimisme est un confort aussi, d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Quand on dit ça, quand tout se perd, on est tranquille. D'ailleurs, en général, ceux qui le pensent dorment vraiment à point fermé. En revanche, moins confortable est la position qui consiste à questionner la valeur même des valeurs. C'est-à-dire le caractère absolu des valeurs qu'on brandit, le bien, le mal. Il suffit de regarder, par exemple, le simple fait que le bien qui se donne comme une valeur absolue est une notion qui recouvre des définitions extraordinairement différentes et souvent antagonistes entre plusieurs sociétés ou entre les individus d'une même société. Et alors, que fait la philosophie face à ce genre de perplexité, au fond? Eh bien, pendant longtemps, quand il y a eu la mode de la philosophie, qui est un vieux machin maintenant, ça fait 20 ans, quand il y a eu la mode de la philosophie, quand la mode de la philosophie est apparue, elle est née d'un malentendu. Elle est née du sentiment que la philosophie allait remplacer les religions et la psychologie. Elle allait remplacer les religions sur le terrain du sens, elle allait donner du sens là où les religions n'y parvenaient plus, où les idéologies n'y parvenaient plus, et le terrain de la psychologie, parce qu'en fait la philosophie allait nous aider à mieux gérer notre stress, à mieux vivre notre vie. Alors la philosophie ne fait rien de tout ça. Enfin, peut-être qu'elle le fait, mais à ma connaissance, non. Si la philosophie donnait du sens, ce serait une théologie, ce ne serait pas une philosophie. Si la simple recherche du sens était une façon de confesser qu'il n'y en a pas, donc, à mon avis, c'est indûment qu'on lui accorde cette tâche. Et si elle aidait à mieux vivre notre vie, les philosophes ne seraient pas plus anxieux que les autres, ou au moins aussi malheureux. Non, la philosophie creuse l'angoisse, creuse l'anxiété, et peut-être apprend à la domestiquer, en enseignant, par exemple, que les questions sont plus importantes que les réponses. Cette phrase, ce lieu commun de Jaspers sur la philosophie, est une phrase qu'à mon avis on a mal compris. On a compris cette phrase, l'idée que les questions étaient plus importantes que les réponses, on a compris cette phrase comme l'idée qu'il y avait au-delà de toutes les questions une réponse ultime, vers laquelle la philosophie tendrait, qu'au fond la philosophie tend vers le savoir sans jamais y parvenir, qu'elle n'est qu'amour de la sagesse, elle n'est pas possession de la sagesse, elle est désir de sagesse. Mais on peut aussi comprendre cette phrase, l'idée que les questions sont plus essentielles que les réponses, en se disant que, au fond, c'est très facile de répondre. C'est hyper facile de répondre. Si on vous demande à quoi sert la philosophie, vous avez 50 réponses en magasin. Ou comment la philosophie peut vous rendre le moral, il y a aussi 1000 façons de répondre. Ou même vous rendre heureux, il y a 1000 façons de répondre. Parce que répondre, c'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est de questionner la question elle-même. C'est de s'intéresser aux questions elles-mêmes. De quoi la question que vous posez, de quelle pathologie la question que vous posez est-elle le symptôme? La philosophie travaille là-dessus. Plus encore que les réponses, qui en elles-mêmes n'ont aucun intérêt puisqu'elles appartiennent à chacun. La question, le creusement de la question, l'examen de la question est en partage je crois ce que la philosophie fait le mieux. Et pour prendre juste un exemple à l'appui de ça,
La question de la liberté, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'être libre? Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Ah, il y en a qui vont dire être libre, c'est faire ce qu'on veut. D'autres qui diront être libre, non, être libre, c'est vouloir ce qu'on fait. Alors vous avez deux parties dans une disserte, c'est bien, puis vous faites une troisième, en général, c'est là que Kant arrive, en esprit synthétique, et qu'on fabrique une troisième partie. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que la philosophie enseigne? Eh bien, que bien souvent, on n'est pas libre quand on croit qu'on fait ce qu'on veut. On est libre quand on sait qu'on ne fait jamais ce qu'on veut. On est libre quand on sait qu'on ne le fait pas. La liberté n'est pas tant dans le sentiment de faire ce qu'on veut que dans la découverte de tout ce qu'il y a d'illusoire derrière un tel sentiment. On est beaucoup plus libre quand on sait qu'on ne l'est pas que quand on croit qu'on l'est. Et ce genre d'enseignement, si vous voulez, ce genre d'enseignement, qui sont des enseignements ouverts, qui ne sont pas des réponses, mais qui sont des façons de questionner, ou de remettre à l'honneur tout ce qu'il y a de questionnant dans nos certitudes. Bref, l'idée que avoir des convictions, c'est n'avoir rien approfondi, au fond. Cette idée-là, dont la philosophie, alors là pour le coup, est prodigue, cette idée-là n'est pas consolatrice. Elle est d'abord vitale, existentielle, et elle est surtout, je crois, d'une certaine façon, joyeuse. Parce qu'elle s'accommode de ce que le monde a de pire. Si l'on regarde le monde, il n'a rien d'aimable. Je finis là-dessus. Si on regarde le monde comme il n'a rien d'aimable. Il n'offre rien d'aimable. Nous n'avons aucune raison d'aimer le monde. Hormis le fait que si on le déteste, on est malheureux deux fois. Et ce seul constat, là, est une invitation justement à remplacer la déploration, et donc par là même le désir de combler cette déploration par une consolation, par l'affirmation de la douleur, de la joie, de la difficulté de vivre, de la contingence, du fait qu'on est né par hasard, de la difficulté d'être. Et au fond, la philosophie convertit de cette façon, peut-être, la douleur en douceur. Justement, il y a là quelque chose qui s'opère, empiriquement, très concrètement, dans l'existence, pour le coup, quotidienne, dans la vie quotidienne. La philosophie, j'allais dire la vie sert à rien, c'est vrai aussi. La philosophie ne sert à rien, mais elle ménage de temps en temps comme des éclaircies, à force de creuser les questions, la possibilité de les vivre vraiment, de les vivre, de ne pas se les cacher, de les vivre. C'est toujours ça de donner. Ça fonctionne en antalgique modéré.